De nombreuses questions me sont venues après l'épisode « Le méthylglyoxal, MGO, contenu dans le miel de Manuka est-il bénéfique ou nocif ?» Le MGO est-il vraiment toxique comme le présentent les études scientifiques de l'épisode, et provoque-t-il une multitude de maladies en raison de sa capacité à ajouter du sucre aux molécules de protéines et de graisses? Lorsque la glycation se produit, ces molécules deviennent des composés nocifs qui détruisent les tissus, provoquent le vieillissement, la dégénérescence cellulaire et conduisent à des maladies comme la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Le MGO provoque-t-il réellement le diabète et ses complications telles que la neuropathie, la sclérose artérielle, l'affaiblissement de l'immunité, les lésions rétiniennes ainsi que l'insuffisance rénale? Le MGO, même sans l'apparition du diabète, est-il une cause directe de sclérose artérielle, d'insuffisance rénale terminale, de destruction du système immunitaire, de lésions rétiniennes, de vieillissement cutané, d'ostéoporose et de certains types de cancers? Ici avec vous le docteur Jamil Al-Qudsi pour apporter une réponse décisive. De nombreuses critiques ont suivi cet épisode, pour la plupart de nature émotionnelle. La discussion scientifique la plus importante que j'ai reçue à ce sujet a peut-être pris la forme d'une étude sur le miel de Manuka avec un facteur de Manuka unique, UMF, de 20, qui a une concentration de MGO de 826 mg par kg. Cette étude a porté sur 20 personnes en bonne santé âgées de 42 à 64 ans. Ils ont été divisés en deux groupes, le premier a reçu du miel de Manuka avec une concentration de MGO de 826 mg, et le deuxième groupe a reçu du miel de Manuka multifloral. Chaque groupe a consommé son miel respectif pendant 4 semaines complètes. Le but de l'étude était de déterminer si la consommation de miel de Manuka avec un UMF de 20 était sans danger. Ceci a été évalué en évaluant la formation de produits de glycation finaux tels que la N1-carboxyméthyle-lysine, qui résulte de l'ingestion de fortes doses de MGO, et l'effet de ce miel sur les bactéries intestinales bénéfiques et nocives en analysant l'ADN de l'intestin fécal. Bactéries. Ils ont également évalué l'incidence des allergies liées à la consommation de ce miel en mesurant les niveaux d'IgE dans le sang des participants. Après avoir analysé l'ADN des bactéries intestinales, l'étude n'a révélé aucun changement dans les bactéries intestinales, ni bénéfiques ni nocifs, dans aucun des deux groupes. Dans le même temps, ni la concentration en anticorps IgE, un facteur sensibilisant, ni les produits finaux de glycation n'ont changé dans les deux groupes. Notamment, la même étude mentionne qu'aucun changement n'a été observé dans les bactéries intestinales bénéfiques ou nocives avant ou après l'utilisation du miel de Manuka multifloral ou du miel de Manuka avec un UMF de 20. Même si le miel de Manuka, en particulier avec un UMF élevé, est utilisé pour la reconstitution des bactéries intestinales et la santé digestive, cela n'a pas été prouvé. L'étude a conclu que l'utilisation du miel de Manuka avec un UMF de 20 est sans danger pour la santé. En réponse à cette étude, il existe plusieurs faiblesses que nous aborderons scientifiquement. La première critique de l'étude est la taille limitée de son échantillon, avec seulement 20 participants, 10 dans chaque groupe. Un échantillon de petite taille comme celui-ci rend difficile la généralisation des résultats à une population plus large. Idéalement, une étude devrait couvrir l'ensemble de la population. Mais comme mener une telle étude est difficile et coûteux, les scientifiques utilisent des échantillons représentatifs, qui doivent être suffisamment grands pour couvrir différents segments de population. Un très petit échantillon pourrait ne pas représenter d'autres catégories et un grand nombre d'individus pour lesquels les conclusions de cette étude ne s'appliquent pas. Une autre étude suggère que la taille minimale de l'échantillon pour que les études cliniques soient représentatives devrait être de 292 personnes, et non seulement 10. La principale critique ici est que l'échantillon est trop petit pour être représentatif. Un autre point est que la durée de l'étude, centrée sur le miel de Manuka avec un UMF de 20, était très courte, seulement 4 semaines. Cette période est considérée comme trop brève pour manifester une glycation et des lésions tissulaires. Des études indiquent que lorsque le MGO provoque la glycation de molécules, il existe des molécules à durée de vie courte et à durée de vie longue. Alors que les molécules à durée de vie courte, quelques mois, ont un impact minime sur les organes, les molécules à durée de vie longue, qui persistent pendant des années, peuvent provoquer des lésions tissulaires importantes et entraîner de graves maladies chroniques. Une troisième critique est que l'étude s'est concentrée sur l'ADN des bactéries intestinales et non directement sur les tissus et organes susceptibles d'être affectés par le MGO à haute concentration et les composés de glycation qui en résultent. Cet impact, selon des études récentes, s'accumule au fil des mois et des années, et non seulement 4 semaines. Les effets néfastes de la glycation commencent à affecter le système nerveux, le système urinaire, entraînant le diabète et ses complications, le vieillissement, le dysfonctionnement du système immunitaire, l'artériosclérose, l'ostéoporose, les cancers, etc. La quatrième critique est que l'étude sur le miel de Manuka avec un UMF de 20 n'a réellement évalué aucun organe auquel le MGO à haute concentration et ses produits de glycation pourraient potentiellement nuire. En règle générale, l'effet du MGO sur ces organes prendrait plusieurs années pour se manifester.
Au lieu de cela, cette étude a évalué d'autres facteurs comme le corps immunitaire IgE, qui augmente en cas d'allergie, et les produits générés par les bactéries dues à la glycation. Idéalement, une étude clinique devrait évaluer l'impact des composés de glycation sur les organes du corps sur une durée réaliste, plusieurs années. Cependant, cette étude, mesurant les paramètres sanguins et les bactéries intestinales, ressemble plus à une étude en laboratoire qu'à une étude clinique. Pour une compréhension complète, reportez-vous à l'épisode « Le méthylglyoxal, MgO, contenu dans le miel de Manuka est-il bénéfique ou nocif ?», où nous avons accumulé une pléthore de preuves et d'études authentiques sur le rôle du MgO dans la glycation et ses effets sur le corps. Dans notre prochain épisode, nous évaluerons le facteur unique de Manuka et discuterons s'il s'agit d'un système fiable ou non. Restez à l'écoute et rejoignez-nous.